85% de la dette du Congo a été traitée grâce au programme national d'optimisation PINOT. Ce programme a permis au pays de rééchelonner sa dette avec les banques, permettant ainsi au gouvernement congolais à bénéficier d'un nouveau souffle financier. Quelle est la politique adaptée que l'État doit mettre en place pour la bonne marche de ses ressources? Quelles sont les mesures que le gouvernement doit établir pour lutter contre la corruption qui gangrène au sein des administration publique? On en débat ce soir dans les chroniques des BFN avec Bruni Fortuna Ngoulali. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Fortuna. Bonsoir Gabriel. C'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Bruni, lors de votre récente publication, vous titrez, je cite, Rééchelonnement de la dette et fonds du PINOT, une opportunité menacée par les défis structurels. Pourquoi ce choix du titre? Oui, vous savez que le fameux PINOT, c'est quand même une grosse, on va dire, opportunité pour le gouvernement qui jusqu'ici croupissait, on va dire, sous la pression créancière. Voilà, il fallait au gouvernement chaque mois 100 milliards à peu près, si j'ai encore des bons chiffres, pour faire face aux dettes, alors que le gouvernement n'arrivait pas à collecter sur la base des impôts et les douanes et tout ce qu'il faut, cette somme. Donc il fallait faire face. Et on constate que depuis pratiquement 2 ans, le gouvernement est sous pression et il y a une crise qui s'enracine de plus en plus. Et donc il fallait réfléchir de fond en comble. On a quand même constaté que, parce que nous disions sur ce plateau que soit il fallait donc un rachat de ces dettes, ou encore il fallait quand même une sorte de moratoire par les créanciers pour permettre au gouvernement réellement de respirer, comme on le dit. Et donc on a constaté, selon les coulisses, qu'il y a eu donc le président de la République qui travaille avec son Premier ministre et le ministre des Finances, qui ont réussi donc à mettre en place ce programme dont on appelle aujourd'hui le PINOT, et qui donc a permis des discussions avec les créanciers, donc les banques et d'autres institutions financières, pour voir comment on peut donc rééchelonner la dette, voir quand est-ce qu'on peut réellement payer, au lieu de payer de sitôt, au lieu de payer en 2024, chaque fin du mois ou chaque 52 semaines, voilà, comme c'était prévu, ou dans un an. Nous n'arrivons pas, on est sous pression parce qu'il fallait aller s'endetter encore et encore pour faire face aux charges. Et finalement, le gouvernement a réussi à convaincre donc ses partenaires de rééchelonner la dette, donc de repousser les échéances, donc la date de paiement de ces dettes, si on veut être simple. Donc on est parti à peu près sur 6 ans, voire même plus. Donc aujourd'hui, donc à partir de maintenant, le gouvernement n'est plus sous la pression créancière. Alors, et puis le gouvernement a réussi quand même avec ce programme à avoir près de 290 milliards, dans près de 300 milliards frais, donc dans le trésor public, et avec plus de 1000 milliards de francs CFA qui arrivent. Et donc finalement, ça va permettre au gouvernement de faire face. Donc c'est un soulagement, c'est un ouf, donc un véritable ballon d'oxygène pour le gouvernement. Et comme nous savons que ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement on va dire, ses faveurs, ses privilèges, puisqu'on a connu encore le programme pays pauvres très, très endettés, où on a pratiquement effacé toutes les dettes. On a connu l'embellie financière dans ce pays. Malheureusement, les différents gouvernements qui sont succédés ont péché par la mauvaise gouvernance. Donc la crainte aujourd'hui, c'est que cette faveur, ces opportunités, ces privilèges que le gouvernement a aujourd'hui, et la peur, c'est qu'on n'arrive pas réellement à bien gérer cet argent, à bien gérer cette période de crise, à bien gérer, on va dire, ce rééchelonnement, sinon ce PINOT, pour finalement retomber dans ce qu'on a déjà vécu. Voilà pourquoi nous avons pensé intituler ou encore titrer cette publication, comme vous l'avez vu. Voilà, si rien ne fait, finalement, le PINOT est menacé. Si ce succès financier peut permettre au pays de répondre aux urgences sociales que vit le Congo, pourquoi dans votre publication vous soulignez 2 fléaux majeurs, la corruption endémique et la stagnation politique engendrée par la composition actuelle du gouvernement? Quel en est le message? Regardez, aujourd'hui, vous vous souvenez qu'il y a un groupe qui a été mis en place, que le gouvernement appelle un groupe de travail.
Voilà. Ce fameux groupe de travail qui aujourd'hui est composé de quelques ministres, dont Jean-Jacques Bouillard, le ministre d'État, en est la charge donc de piloter, sous donc la coordination du président de la République et le Premier ministre. Le but, c'est de collecter, sinon de collecter les fonds au niveau local. Et pour qu'on y arrive, on ne collecte pas les fonds, on ne demande pas aux populations d'apporter. Donc, s'il y a des impôts, il y a les douanes et tout ce qu'on connaît. Et donc, on est dans cette dynamique. Il faut le Congo. Si on a permis au Congo, si on a accepté, si les banques ou les créanciers ont accepté quand même de rééchelonner la dette, c'est pour que le Congo ne profite pas de ces dettes-là. Non, pour que pendant cette période, que le pays, sinon le gouvernement, rassemble, collecte les fonds pour faire face aux dettes. Puisque le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons encore des dettes dont on doit payer dans quelques années, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Il faut qu'on paye ces dettes-là. Nous avons les charges. Les grèves, aujourd'hui, paralysent un peu partout, on va dire, le système social du pays. Les hôpitaux, on regarde d'autres administrations qui sont paralysées par les grèves. Et vous avez aussi des projets de gouvernement qui, jusqu'ici, ne sont pas réalisés, comme l'un des plus grands, le PND, qui a été réajusté. Donc, il faut suffisamment, donc, cette période dont on va dire une période, on va dire, d'accalmie, sinon une période de transition entre le paiement des dettes et comment on appelle, le rééchelonnement et la mise en place, on va dire, la mise en œuvre des projets. Et donc, il faut au gouvernement, il faut que le gouvernement trouve des moyens. Voilà, il faut que le gouvernement trouve les moyens au niveau local pour faire face aux défis que nous avons, donc les projets et tout ce qu'on vient de citer. Et donc, si cela ne se fait pas, ça va être compliqué. Et pourquoi cela ne pourrait pas être fait? Parce que nous avons la corruption. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, la question qu'on se pose aujourd'hui, comment on est moins le Congo ne peut rassembler qu'autour de 75 milliards de francs CFA quand on sait que les douanes, à un moment donné, peuvent aller au-delà, et même les impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la corruption qui gangrène. Vous avez aussi, dans ce pays, des sociétés qui, même des expatriés ou des sociétés congolaises, qui sont encore sous exonération, alors que la loi permet aux sociétés, donc autorise, sinon octroie l'exonération à 3 ans, 5 ans à peu près. Mais nous sommes aujourd'hui avec certaines sociétés qui ont 10 ans, 20 ans, mais sous exonération. Mais le problème, c'est un grand deal. Le deal, c'est quoi? Vous ne payez pas les impôts, donnez une partie donc à un chef qui est derrière ce deal, et le reste, vous pouvez garder pour vous. Donc, c'est toujours la corruption. Si le gouvernement ne lutte pas réellement contre la corruption, ne met pas la main sur ceux qui détournent l'argent de l'État dans toute l'impunité totale, il serait difficile, mais vraiment, difficile, que l'argent qui est aujourd'hui engrangé, sinon collecté, récolté par le PNOT, soit réellement réalisé. Et je parlais tout à l'heure aussi de la composition de l'équipe gouvernementale actuelle, sinon de l'équipe, on va dire, politique actuelle. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que nous avons à peu près dans ce pays près de 3 PND, sinon 4 à peu près, qui ont tous échoué. Voilà. Si on regarde le gouvernement actuel, peut-être pas le premier PMD, peut-être pas le deuxième, on va se rendre compte que finalement, il y a à peu près près de 20%, sinon 30% des ministres qui ont fait échouer, ou sinon qui ont échoué avec les différents PND. Les mêmes aussi qui ont été dans la composition, de la mise en œuvre, comment on dit ça, de la création, sinon de la création de certains projets. Les mêmes ministres sont là. Donc, si on continue aujourd'hui de garder les mêmes ministres qui ont échoué avec les différents PND, qui ont échoué avec les différents projets de société du président de la République, parce qu'il y en a encore qui sont là depuis 12 ans, donc 6 ans, 8 ans, 7 ans et 20 ans, qui sont dans le même gouvernement, alors que quand on regarde, quand on met sous la loupe les différents projets de société du président de la République, on se rend compte que nous avons toujours les problèmes d'électricité, alors qu'on a vu différents ministres se défiler à la tête de ce ministère. Nous avons toujours des problèmes d'eau, nous avons toujours des problèmes de transport, alors que ces projets font partie aujourd'hui des projets prioritaires du président de la République depuis plusieurs décennies. On se souvient quand il parlait de l'eau pour tous, ça
vu le prix. Quand il parlait de l'électricité, pour tous a vu le prix. Mais ce sont des projets qui traînent encore aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Les mêmes recettes produisent les mêmes échecs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut regarder, parce que je vous l'ai dit ici, que le président de la République a tout un tableau de bord sur tous les ministres qui se sont défilés ou encore qui sont encore là. Il connaît leur efficacité, il connaît leur contre-performance, il sait exactement ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Donc, si on continue de garder dans tout le système, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ont détourné l'argent de différents projets, ceux qui aujourd'hui se complaisent dans la corruption, ceux qui sont contre les réformes, il serait difficile, avec l'argent que nous avons pu récolter par le PNOT, que l'argent que nous allons encore collecter au niveau local, de réussir, parce que les gens vont se frotter les mains en entendant finalement, on a réchelonné les dettes, donc nous n'avons plus les dettes à payer maintenant, peut-être que dans 10 ans, nous ne serons plus là, et donc on peut se frotter les mains et en faire ce que nous voulons. C'est pour cela qu'il faut revoir de fond en comble tous ces ministres, puisque quand on regarde les différents projets, il y en a tellement plusieurs qui ont échoué. On parle des zones économiques spéciales depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, nous avons tenté d'aller à Maluku pour voir cette fameuse zone industrielle, d'ailleurs qui est interdite d'accès au public, mais on se rend compte finalement que c'est encore très loin des réalisations dont on entend parler à gauche et à droite. Pointe-Noire, c'est encore dans les débuts. Ouesso, c'est encore rien. Et donc, on se rend compte qu'il y a tellement eu des projets qui n'ont pas été réalisés. On se souvient encore que les baies de Luango, ça remonte à peu près à 2002, 2001, 2002, où il fallait moderniser, on va dire, ce site touristique, puisque le président voulait qu'il soit à l'image de l'île de Gorée. Mais jusqu'aujourd'hui, ces projets n'ont pas été réalisés. Mais quand on regarde parfois, vous vous souvenez qu'il y a une organisation de la société civile qui a dénoncé les détournements dans le secteur de la santé, qui a dénoncé les détournements dans la construction de certaines cliniques, même à l'aéroport, qui n'ont pas été réalisés alors que l'argent a été décaissé. Donc, si on ne fait pas attention, vous vous souvenez encore que Fred Makita a dénoncé les vols, les détournements à l'hôpital de Dolisie, et on a encore dans d'autres hôpitaux. On connaît encore 2 DG à peu près qui ont été interpellés. L'un d'eux, j'en parle même dans la publication, qui est sorti de la prison après avoir payé une caution, et l'autre, on ne sait pas pour les raisons pour lesquelles il est dehors, mais tous ces DG sont encore là, quand bien même qu'ils ont été indexés. Ils ont été indexés d'avoir détourné ou encore qu'il y ait eu des manquements dans leurs administrations. Donc, si on ne lutte pas contre la corruption, si on remet pas en cause celles et ceux qui, pendant longtemps, n'ont pas bien géré, qui n'ont pas pu gérer, qui ont détourné l'argent. Je n'ai pas envie de vous rappeler encore l'affaire Figa. Ça veut dire que finalement, tout l'argent qu'on peut collecter ne servira que à acheter des grosses cylindrées, à continuer à construire les logements privés et finalement à se servir que pour certaines catégories de personnes dans ce pays. Est-ce que le problème serait les hommes qui sont à la tête de la locomotive, ou la mission est trop lourde pour eux? La mission en soi n'est pas lourde, Gabriel. Regardez, le Congo-Brazzaville n'est pas sur une autre planète. Ouais, l'Éthiopie, on se souvient bien, nous étions encore gamins quand nous contribuions à hauteur de 25, 50 francs, 100 francs pour soutenir l'Éthiopie. On se souvient encore dans les rues de Brazzaville où on rencontrait au quotidien les populations éthiopiennes, les femmes et les hommes, surtout les enfants, qui quémandaient à longueur de journée. L'Éthiopie avait une image assez apocalyptique à cette époque-là, mais soutenue tant soit peu par le Congo. Mais regardez l'Éthiopie aujourd'hui. Je prends un cas simple, éthiopienne. Voilà, Air Ethiopian sur Ethiopian Airways. Regardez cette société, comparez-la à Eker. Ah, c'est le jour et la nuit. Voilà. Aujourd'hui donc, si on va sur ce terrain de transport, nous n'avons pas de leçons à donner à l'Éthiopie. L'Éthiopie aujourd'hui a développé les grandes routes rails que nous n'arrivons pas à faire chez nous. Vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez le Nigeria, les pays qui ont développé aujourd'hui même des métros, qui ont construit des grandes infrastructures dans leur pays. Mais ça veut dire que si nous n'arrivons pas à le faire alors que nous étions à un certain moment au même niveau de développement,
ça ne veut pas dire que la mission est lourde si les autres l'ont reçue chez eux. Si les autres ont réussi à développer les mêmes infrastructures, si les autres ont réussi à mettre en pratique les mêmes politiques chez eux et que nous n'arrivons pas à les mettre depuis plusieurs années, ça ne veut pas dire que non, la mission est lourde. C'est simplement, c'est le choix des hommes. C'est ce dont on parle, l'impunité. Ça peut se comprendre. On se dit peut-être qu'on a besoin de la stabilité, qu'on a besoin de la paix au pays, puisqu'on sait que les Congolais n'aiment pas la sanction et qu'à chaque fois qu'on a sanctionné quelqu'un, il se rebelle finalement. Mais quand c'est comme ça, les décideurs, le chef de l'État par exemple, devraient demander à ses ministres, à tous ceux qui sont suspectés ou qui ont réellement, avec des preuves à l'appui, ont détourné l'argent. Bon, on ne peut pas vous jeter en prison au nom de la paix, au nom de la quiétude, au nom de la cohésion. Mais remettez l'argent et on vous vire de vos postes. Malheureusement. Donc, ce n'est pas la mission lourde parce que les autres l'ont réussi et continuent à la réussir. Je vous parlais il y a quelques mois du Maroc. En 20 ans, Maroc a construit 10 nouvelles villes. L'une des nouvelles villes a coûté à peu près près de 4 000 milliards. Mais on se souvient qu'au Congo, nous avons eu des budgets de 4 000 milliards. Alors, en 20 ans, de la municipalisation accélérée, nous n'avons aucune nouvelle ville. Et même les 2 grandes villes du Congo ne sont pas développées, croupissent encore dans la pauvreté dans toutes les dimensions, dans tous les secteurs. Et donc, on peut comprendre qu'il s'agit là de la gouvernance, il s'agit là d'un problème d'homme, mais pas la mission comme telle. Merci bien Fortuna. Entre 2024 et 2028, le Congo pourrait engranger environ 700 milliards de francs CFA, sans compter les recettes issues des hydrocarbures, impôts et des douanes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette manne financière soit gérée à bon escient? Voilà, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour y arriver, je vous disais tout à l'heure que c'est un travail qui a été amené dans toute la distraction totale, avec beaucoup de dextérité par le président lui-même qui finalement, avec son ministre des Finances et le Premier ministre et les ministres des Finances, ont pensé à ce projet et qui a reçu aujourd'hui, même s'il y a certains économistes et qui pensent que cela vient encore enfoncer de plus belle au Congo et qu'on alourdit l'avenir des générations futures, puisque finalement, si ça doit être payé dans 10 ans, ça veut dire que ce ne serait pas certains hommes de cette génération qui le payeront. Donc, c'est la génération future. Donc, c'est un projet aujourd'hui quand même qui permet au gouvernement de dire, oh, finalement, on n'est plus sous pression des dettes. On peut donc prendre cet argent qui a été destiné à payer les dettes, à faire autre chose, à payer par exemple l'université Maringouabi, à payer les hôpitaux et même à développer certains projets qui sont encore sur la table du gouvernement, parmi lesquels donc le PND et même la lutte contre le chômage des jeunes. Et entre donc 2026, selon ce que nous avons appris, et 2028, donc le fait que le gouvernement pourrait donc économiser 700 milliards de francs CFA, puisque ne payant plus donc ces dettes, l'argent qui était destiné à ces dettes vont donc servir à autre chose ou à économiser. Donc ce serait à peu près 700 milliards de francs CFA. Donc pour que cela réussisse, il faut savoir ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont mené de bout en bout ce projet, donc je parle du président de la République, le ministre des Finances et le Premier ministre, ont certainement la vision où tout un programme sur cet argent, sinon sur le PNOT, la réussite du PNOT. La question, nous l'avons posée, est-ce que le PNOT réussira si ces 3 hommes sont tours avec les mêmes en fait? Donc aujourd'hui, il faut donc, si on doit garder le même Premier ministre, puisque, à mon avis, là, nous tendons réellement vers un véritable remaniement gouvernemental, si on veut réellement réussir, et puisque aussi les élections qui arrivent, il faut donc offrir au Premier ministre les hommes qu'il faut pour réaliser le PNOT. Il faut donc renforcer le ministère des Finances. Il faut donc voir dans toutes les directions qui existent quels sont les hommes qui doivent être à la tête de ces directions. Donc, pour résumer, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il faut juste une véritable lutte acharnée contre la corruption et il faut voir les hommes qui aujourd'hui portent encore ce pays, les hommes qui pensent qu'ils ont des enfants dans ce pays et que même quand ils ne seront plus ici dans ce pays, leurs enfants continueront à vivre, pas ceux qui veulent tout hypothéquer parce qu'ils se disent, nous quand nous ne serons plus là, tout peut être détruit, on s'en fout, mais non,
prenez les hommes qui se soucient de l'avenir du Congo, prenez les hommes qui se soucient encore de l'avenir de la jeunesse, de cette jeunesse qui doit faire face dans 10 ans, dans 20 ans, des dettes qui seront donc les dettes d'aujourd'hui, et même encore d'autres défis. Il faut donc ces hommes-là qui viennent pour préparer. Sinon, finalement, on va se retrouver dans la même litanie des problèmes. Et malheureusement, on ne sait pas comment le Congo réussira à sortir. Donc aujourd'hui, le Congo a un défi interne, c'est de réussir à offrir à la population ce dont elle a besoin, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, ou encore ce que les décideurs doivent poser, sinon le président de la République lui-même doit se poser, est-ce qu'il a réussi à offrir aux populations la quiétude sociale qu'il faut? Est-ce qu'il a réussi à offrir aux populations, à leur permettre de réaliser chacune d'elles ou chacun des Congolais les rêves qui sont les leurs? Est-ce qu'il a permis aux jeunes qui viennent de naître aujourd'hui, qui sont nés il y a 10 ans, il y a 20 ans, de réussir à matérialiser leurs rêves? Est-ce qu'il a réussi lui-même de différents projets à offrir aux Congolais ce dont il voulait donner aux Congolais? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et quand on regarde, on se dit, il y a encore, le chemin est encore, mais très long. Il est celui qui a beaucoup fait, mais il est encore celui qui a encore beaucoup à faire. Et je pense que le gouvernement doit en être conscient. Restons-y sur le gouvernement congolais. Est-ce que la configuration gouvernementale actuelle peut relever le défi en donnant des résultats tangibles? Non. Non, j'ai envie de m'arrêter là pour dire que non. Et je n'ai pas envie de citer les noms ici parce que les noms sont odieux. Je n'ai pas envie de citer les noms pour vous dire que la configuration actuelle ne peut pas permettre la réussite de Pinot, sinon d'un an et demi qui reste, des projets qui restent, parce que vous avez aujourd'hui, vous savez, ce qui est bien pour ces ministres, c'est que le Premier ministre, étant comme une sorte d'amortisseur depuis quelque temps, a réussi à faire éclipser tous ces ministres qui étaient sur la sellette. On ne parle plus de ces ministres, on parle que du Premier ministre, c'est normal, c'est le chef du gouvernement. Mais sinon, on connaît les ministres qui sont là depuis plusieurs années, qui ne font absolument rien, qui ont changé de ministère, qui sont allés de ministère en ministère, et qui n'ont rien fait. Donc, partout où ils sont passés, rien n'a bougé. Et donc, garder le même gouvernement pour l'avenir, ce serait encore, c'est-à-dire que faire appel à l'échec. Et doit-on changer les ministres et quels sont les ministres qui peuvent quitter le navire? Bon, c'est une question... Gabriel, je disais tout à l'heure que les noms sont très odieux. Mais suivez mon regard, vous pouvez savoir que on a encore des véritables problèmes dans tous les secteurs. On a des véritables problèmes dans tous les secteurs. Il y a quelques jours, un ami me disait que de Pointe-Noire à Brazzaville, l'équerre est tombé encore en panne. Voilà, c'est l'appareil qu'ils ont est tombé en panne, donc il fallait qu'il soit donc transféré vers une autre compagnie. Et donc on comprend que finalement on fait du kaya avec cette société, on tente de forcer les choses alors que rien ne marche au fond. On se souvient encore que si chaque année le gouvernement avait pensé de construire à peu près 200 à 300 logements par année, donc au bout de 5 ans on aurait eu combien de logements dans ce pays? On aurait quand même réussi à loger des citoyens dans les conditions assez décentes. Et quand on regarde de fond en comble aujourd'hui les questions de lutte contre le chômage, quand on regarde aujourd'hui les questions même de lutte contre la corruption, et quand on regarde tout cela, on se dit finalement, et même le sport qui est totalement dans une décadence totale, dans tous les secteurs sportifs, dans toutes les disciplines, on a envie de dire, mais il faut quand même changer les choses. La stabilité des ressources financières du pays ne peut se faire si et seulement si chacun pouvait s'impliquer davantage dans son secteur d'activité. Les chroniques des BFN vous disent au revoir et portez-vous bien.